Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'identité digitale. Qu'est-ce que c'est? On va essayer de comprendre comment on peut contrôler, gérer et protéger nos données personnelles dans le métaverse. Il y a beaucoup de concepts, vous m'entendez bien? C'est trop fort? Non, ça va? Il y a beaucoup de concepts derrière l'identité digitale, derrière le métaverse. On va essayer de rester très simple et de comprendre comment on peut se représenter soi-même dans ces univers qui sont digitalisés. On va attendre une petite minute que tout le monde s'installe et on va pouvoir y aller. 1 milliard. Aujourd'hui, on va regarder l'identité digitale dans le métaverse, dans nos sociétés ultra développées, ultra digitalisées. Mais il faut savoir aussi qu'il y a 1 milliard de personnes sur Terre qui n'ont pas d'identité du tout. Okay? Donc, il est important de comprendre l'importance de l'identité digitale pour nous et ce qu'on va en faire dans ce contexte-là, mais il va y avoir des répercussions énormes qui vont permettre à énormément d'individus de pouvoir être reconnus par leur patrie, éventuellement avoir une patrie et avoir accès à énormément de choses qui nous paraissent naturelles, un compte en banque, donc avoir accès à de l'argent, pouvoir dépenser, être représenté officiellement dans énormément d'activités. Et évidemment que nous, on va le regarder au travers du métaverse et de notre activité digitale, mais c'est important de comprendre que toutes ces répercussions-là vont permettre aussi une inclusion de ce milliard de personnes dans la société moderne. Et ça, c'est très important. On va rentrer dans le contexte du métaverse. Je ne peux pas rentrer dans le métaverse sans essayer de contextualiser un petit peu ce qu'est le Web 1.0, enfin ce qu'a été le Web 1.0, ce qu'est aujourd'hui notre Web 2.0 et le monde dans lequel on se dirige, qu'on appelle le Web 3.0. Le Web 1.0, très rapidement, c'est des pages read-only. On avait de l'information, c'était des pages statiques qui étaient centrées sur la société qui avait créé la page et qui se mesuraient en nombre de pages de vue. On reconnaît les logos. Le Google de cette époque-là, ce n'est pas le Google du Web 2.0 encore. Il y a eu des survivants à tout ça. Il y en a certaines qui ont disparu. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le Web 1.0, à l'origine, est complètement décentralisé. C'est-à-dire qu'on a une infrastructure commune qui va nous permettre de créer du contenu de façon complètement décentralisée. Et ça a donné existence au Web 2.0. Donc, il y a des survivants. On peut toujours lire de l'information, mais on peut aussi créer et partager du contenu. Cette activité-là, elle est centrée sur des communautés. On a créé des communautés, c'est facile à comprendre. Et ça se mesure en cost per click pour la plupart du temps. Donc, il y a une notion de monétisation de l'accès à l'information, de partage de l'information et des données. Et c'est un contexte qui est plutôt participatif et très concentré. Et on va voir pourquoi le fait que ce soit concentré a aussi évincé le concept d'identité digitale. Et aujourd'hui, on est dans le Web 3.0. Le Web 3.0, c'est un outil qui est portable et personnel. Jusqu'à présent, ce n'est pas portable, même si on a des portables, on peut accéder au Web 2.0. L'univers dans lequel on va évaluer n'est pas portable. Donc là, on est dans un univers qui est portable et personnel, qui est centré sur l'individu, et ça change tout, et qui va se mesurer en niveau d'engagement des participants. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le Web 2.0, on a des utilisateurs d'écosystèmes. Okay? En anglais, on appelle ça des users. Le seul domaine dans lequel on appelle des users, c'est aussi dans la drogue. Okay? Les users sont accros à quelque chose et on appelle ça des users. Il ne s'agit plus de users dans le Web 3.0, il s'agit de participants. Et ça, c'est une notion qui va être très importante. Dans un contexte où il ne va pas y avoir d'intermédiaire et dans un contexte où on va retrouver cette décentralisation. On va faire un zoom sur le Web 3.0. On va constater qu'on génère toujours plus de données personnelles. Aujourd'hui, on génère énormément de données personnelles, mais elles ne nous appartiennent pas. On l'accepte. Est-ce que c'est normal ou pas? C'est une question qu'il faut se poser. Mais on génère des données personnelles, elles ne nous appartiennent pas. Dans le Web 3.0, on va aussi posséder des biens digitaux. Les NFT, de la crypto,
votre appartement demain, éventuellement. Parce qu'on est en train de digitaliser tout l'univers dans lequel on vit. Et en digitalisation de cet univers-là, on crée le concept de droit à la propriété. Qui dit droit à la propriété dit qu'il y a un propriétaire derrière pour récupérer toutes ces valeurs-là. Bon, le Web 3.0, et notamment depuis le Bitcoin, et on doit parler blockchain dans cet écosystème-là, cette technologie, ça va nous permettre d'avoir un bien digital unique. Qu'est-ce qu'a intégré le Bitcoin, le concept du Bitcoin, des crypto-monnaies, de la blockchain dans cet univers digital? C'est que jusqu'à présent, il n'y avait pas de bien unique ou de rareté digitale. Okay, un exemple tout bête, j'ai WhatsApp. Si je prends une photo et que j'envoie à un ami sur WhatsApp, je vais créer un duplicat de ma photo et la photo va rester dans mon WhatsApp et va aller dans le WhatsApp de mon ami et on va avoir deux photos. Le Bitcoin, la blockchain et le concept derrière cette technologie va nous permettre de s'assurer que quand la photo est chez moi, d'accord, on va dire que c'est un NFT. Les NFT, on l'utilise beaucoup dans le cas de la photo. Si le NFT est chez moi, il n'est pas chez mon ami. Si je lui envoie le NFT, qu'il le reçoit, il va devenir à lui, donc il va devenir propriétaire de ce NFT, et il n'est plus chez moi. C'est un concept qui est très simple, qui est basique, mais ça c'est nouveau. Nouveau dans toute notre relation avec l'univers digital. Et ce concept-là, très simple, permet de comprendre qu'on va pouvoir créer un objet unique et pourquoi pas notre identité, et une identité digitale. Le métavers, c'est beaucoup de choses. Et si vous avez circulé dans le salon, vous pouvez comprendre qu'il y a une expérience utilisateur qui est éventuellement sympa ou pas, on verra, mais qu'il y a une infrastructure. Je vais pouvoir enfiler un casque, prendre ma console, utiliser mon ordinateur pour rentrer dans cette infrastructure-là. Et je vais pouvoir accéder à des activités, je vais pouvoir gérer mes biens, et que ce soit au travers de l'infrastructure ou des activités que je vais faire dans l'univers métaverse. Quand je dis métaverse, que ce soit digital ou réalité virtuelle, peu importe, on est dans l'univers du digital, je vais pouvoir jouer, travailler, socialiser, faire toutes ces activités que l'on a déjà commencé à faire dans le Web 2.0, mais pousser encore l'expérience du digital. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'identité digitale, c'est un point d'infrastructure qui va se retrouver dans tous ces écosystèmes-là, dans tous ces univers-là, et que ce soit au travers de l'infrastructure ou des activités, on va pouvoir avoir une identité qui va être portable et dynamique. Je ne sais pas si vous avez souvent eu des problèmes d'interopérabilité. Quand vous êtes dans un univers, dans un environnement, on ne peut pas forcément récupérer toutes nos données, toute notre activité et le porter dans un autre univers. Il faut que ces univers-là et que notre identité digitale au moins soit portable et dynamique. Dynamique pourquoi? Parce qu'on va faire des activités et on veut que l'activité que j'ai passée, par exemple sur cet après-midi, si j'ai joué à un nouveau jeu, j'ai gagné une nouvelle skin, je veux que mon identité digitale se souvienne de cette activité-là et qu'elle soit mise à jour en permanence. Tout ça c'est bien, mais c'est quoi une identité digitale? Une identité digitale, c'est ce qui va nous permettre de s'approprier son existence digitale. Encore une fois, c'est des concepts qui sont très basiques, qu'on a en général qu'on comprend très bien dans l'univers réel, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans l'univers du digital qui fait que ce qu'on trouve normal dans le réel n'est pas du tout normal dans le digital. Et l'objectif, c'est quoi? C'est tout simplement de réconcilier le moi physique au moi digital. Je veux m'assurer que quand je suis représenté dans un univers, quand je vais accéder à un univers, que ce soit pour jouer, travailler, communiquer, on veut s'assurer que derrière un pseudonyme, un avatar, une identité, il y a bien une personne réelle derrière. Et ce que je voulais faire ici, c'est vous montrer quelques spécificités qui vont être clés dans le cadre de l'identité digitale. On veut une certaine confidentialité, un droit à l'anonymat.
Et attention, un droit à l'anonymat, ça ne veut pas dire qu'on doit être anonyme tout le temps. On va voir dans quel cas il est acceptable d'être anonyme et dans quel cas on voudrait éventuellement se débarrasser de cet anonymat en ligne, plus particulièrement parlant. On veut qu'elle soit propriétaire et souveraine, c'est-à-dire que l'utilisateur a la possibilité de créer son identité digitale. Et ça, c'est un petit peu déroutant pour nous, puisqu'on a l'habitude d'avoir un écosystème qui est centralisé, un gouvernement qui va gérer certaines activités et qui va donner le droit à certaines entités de nous créer cette identité digitale. Et le but, évidemment, c'est qu'on puisse contrôler et décider qui a accès à sa donnée. Il faut que notre identité digitale soit complète. Que ce soit pour faire une activité où un pseudonyme suffit, ou une transaction relativement complexe, où on doit passer devant beaucoup de vérifications, il faut que cette identité soit complète et qu'elle comporte tous ces niveaux de spécificité et de complexité auxquels on peut avoir accès. Il faut qu'elle soit vérifiable de tous. Et ça, c'est un point qui est assez important. On est dans un univers décentralisé, on est dans la blockchain, on est dans de l'open source, et il faut que tout soit accessible à tout le monde. Quand je dis il faut que tout soit accessible à tout le monde, ça ne veut pas dire tout le temps. Et je viens mettre en écho l'aspect confidentiel. Ça dépend. Tout le monde n'a pas accès à tout, et dans n'importe quel contexte. Et de plein droit, cette identité, elle doit être de plein droit. Et elle vient nous responsabiliser sur l'activité qu'on va avoir en ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, en créant une adresse email de façon très rapide, je peux aller dire ce que je veux. Je vais être anonyme derrière mon pseudonyme et personne ne va venir me chercher pour ce que j'ai fait, ce que j'ai dit ou le comportement que j'ai pu avoir. S'il est important de garder ce côté pseudonyme par défaut, il est aussi très important que derrière chaque transaction ou chaque utilisateur, on puisse décoder et décrypter cette anonymité pour rendre l'écosystème beaucoup plus responsable. On va essayer de regarder dans le monde réel ce qui se passe avec notre identité quand on fait une activité et comprendre comment on peut répercuter ce niveau d'anonymité ou d'identification dans l'univers du digital. Si je vais au kiosque au bout de la rue pour m'acheter un paquet de chewing-gum, personne ne va jamais me demander ni mon nom ni d'où vient l'argent. Je vais être complètement anonyme et je veux rester anonyme dans cet écosystème-là, dans ce contexte-là. Si je vais au Starbucks pour m'acheter un café et que j'ai envie de m'appeler Batman, j'ai le droit de m'appeler Batman, je vais me créer un pseudonyme et ça va être très pratique d'avoir ce pseudonyme quand il y a deux cafés qui vont arriver en même temps pour s'assurer que moi je suis bien Batman et que Martin va prendre son café. Okay ? C'est un pseudonyme, c'est pratique. Si maintenant je veux acheter une bouteille de vin, on veut s'assurer que je suis bien majeur. Donc dans la vraie vie, on va me demander une pièce d'identité si j'ai autour de 18 ans pour s'assurer que j'ai bien le droit d'avoir accès à cet achat. Dans l'univers du digital, pareil, on peut demander d'uploader un certain document, de donner un point d'information spécifique. Si maintenant je veux passer une transaction beaucoup plus complexe et acheter un appartement, non seulement on va me demander comment je m'appelle, où je vis, quand je suis né, d'où vient l'argent, on va me demander tout un tas d'informations. Dans le même cas, dans le virtuel, on est en droit de me demander sur certains types d'activités beaucoup plus d'informations que d'autres. Et ensuite, on peut créer du sur-mesure. Si demain, je dois me faire opérer, le médecin, avant de me faire une anesthésie, va en général me demander si j'ai des allergies spécifiques, des points, des questions qui sont très spécifiques, dans lesquelles on voudrait que dans l'univers du digital, on puisse retranscrire tous ces niveaux de vérification, pouvoir obtenir toutes ces informations, les rendre confidentielles et s'assurer que quand j'en ai besoin, j'ai accès à l'information. Ça ne veut pas dire que je vais donner tout le temps toute mon information complète. J'ai le droit à l'anonymat, j'ai le droit à avoir un pseudonyme, mais je voudrais avoir toute l'information disponible tout le temps pour pouvoir coller au cas d'usage
auxquels je vais avoir besoin dans un certain environnement, dans un certain écosystème, à un certain moment, dans un certain cas. Pourquoi on a besoin d'une identité digitale? C'est très important de comprendre que le Web 2.0, c'était l'Internet de l'information. Et qu'éventuellement, un avatar est suffisant pour m'assurer que mes données personnelles, qui ne sont pas très sensibles, même si ce serait agréable d'en être propriétaire et de pouvoir les contrôler, on accepte le fait qu'un avatar soit suffisant. Dans l'Internet des valeurs, donc je parle du métavers, je parle de la blockchain, je parle des NFT, je parle de la crypto, je parle de tout cet univers digital qui est en train d'exploser. On parle bien d'Internet des valeurs. Il ne s'agit plus que d'une information, il s'agit de valeurs dans laquelle on pense que d'avoir un identifiant qui est un petit peu plus sécurisé et développé qu'un avatar est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a complexifié notre empreinte digitale. On peut avoir des données de santé qui sont très sensibles, qu'on ne veut pas forcément partager avec tout le monde, nos données financières, légales, si j'ai un permis de conduire ou pas, sociales, mon curriculum, des événements auxquels j'ai participé. Éventuellement, ils peuvent me donner accès à d'autres choses, des documents, des signatures, etc., etc. Ce monde qui s'est ultra complexifié dans cet univers digital nous permet de récupérer ces informations et une identité digitale nous permettrait alors de pouvoir gérer toutes ces données et s'assurer qu'on en est bien le propriétaire d'une part, qu'on peut gérer qui y a accès d'autre part, s'assurer de la confidentialité de toutes ces données et surtout de sortir un point d'information quand j'en ai besoin. J'ai parlé à plusieurs reprises de blockchain. Il est important de comprendre quelques points de technique. Je ne vais pas être trop lourd avec ça, mais ce qui est important de comprendre, c'est que auparavant, quand j'avais une solution et que je voulais la proposer à mes clients, parce que je voulais l'améliorer pour pouvoir offrir quelque chose à mes clients, je devais m'intégrer à cette solution, m'en faire propriétaire, rajouter ma solution par-dessus, la packager pour l'offrir à des clients, à des utilisateurs. Aujourd'hui, on est dans un univers qu'on appelle composable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends une solution qui existe et je peux construire par-dessus. C'est très pratique parce qu'on est venu standardiser l'interopérabilité des solutions qui existent, d'une part, donc ça c'est pratique. Mais l'autre point qui est très intéressant, c'est qu'on vient faire avancer l'innovation de façon exponentielle. J'ai plus besoin de passer par ces étapes d'intégration, de compréhension. Tout le monde peut construire par-dessus. Et c'est une des raisons pour lesquelles la blockchain avance si vite. Un autre point important, c'est la portabilité de tout ce que je fais. Dans le cadre de l'identité digitale, c'est très important d'avoir accès à toutes ces données sans pour autant passer en banque pour retirer cette information. Donc, je veux qu'elle soit portable. Elle est sûre et encryptée car la blockchain me permet de le faire. On ne va pas l'expliquer pourquoi, je vous demande juste de me croire dans un premier temps. Et on verra comment cette croyance, elle est importante pour l'adoption. Il ne suffit pas de croire en quelque chose, il ne suffit pas que cette chose soit possible pour pouvoir l'utiliser. Il faut aussi s'assurer qu'on a confiance dans cette technologie-là. Et dynamique parce que notre identité digitale, notre empreinte digitale, notre activité du quotidien va faire évoluer toutes ces informations-là qu'on va collecter. Et ça va être très important et très pratique d'avoir cette identité qui est dynamique. Je suis obligé de parler d'un point de science. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si je veux partager un point d'information avec quelqu'un, je suis obligé de lui donner toute l'information. En science, et plus particulièrement dans ce qu'on appelle le Zero Knowledge Proof, qui en français se traduit par une preuve à divulgation nulle de connaissances, okay, c'est comment échanger une information avec certitude sans jamais avoir à la révéler. Et ça, dans le contexte de notre identité digitale, ce qui est intéressant, c'est d'être capable de partager un point d'information, par exemple de savoir si je suis majeur ou pas, sans révéler ma date de naissance. Comment on fait? Avec l'exemple de Où est Charlie? Si j'ouvre le livre, je prends une page au hasard et je veux révéler à quelqu'un que j'ai bien trouvé Charlie.
Une des façons de faire ça, c'est de prendre une grande feuille de papier, de faire un trou. On ne sait pas où est le livre derrière, mais je peux prouver que j'ai bien trouvé Charlie sans révéler la position de Charlie. Un exemple tout bête pour démontrer qu'on est capable de révéler une information sans forcément révéler cette information. Un autre exemple de base, admettons qu'on soit dans un tunnel dans lequel on a caché une porte avec un code. La personne qui est ici veut s'assurer que cette dame qui est enfermée dans le tunnel a bien accès au code. Mais ce que l'on veut éviter, c'est d'avoir à révéler le code. OK ? Eh ben, on va s'adonner un exercice où la personne à la sortie du tunnel va, de façon successive, demander à la personne de sortir par la sortie A ou B. Et a priori, si la personne est capable de traverser la porte qui a un code, je n'ai pas besoin de lui demander le code pour m'assurer que cette personne a bien le code. Grâce à ces méthodes mathématiques et scientifiques, on a la possibilité aujourd'hui de dévoiler qu'on est bien possesseur d'une information sans jamais avoir à dévoiler l'information. Encore une fois, sur une donnée sensible, ça peut être très pratique d'avoir la possibilité de faire avancer la recherche médicale en donnant mes informations personnelles, d'accord, si j'ai une montre connectée par exemple, sans pour autant dévoiler toute l'information. Il y a un côté très pratique à tout ça. Un récapitulatif assez rapide pour une démarche pas à pas. À quoi ça va ressembler tout ça? Il faut que ce soit pratique déjà à utiliser, il ne faut pas que ce soit trop complexe. Et le but, c'est qu'un utilisateur va créer une identité personnelle digitale en utilisant une app. Je ne rentre pas dans le débat de en quoi c'est important d'avoir une identité digitale décentralisée, d'accord, plutôt que centralisée. Centralisée, c'est le gouvernement qui va me donner mon identité. Décentralisée, c'est moi qui peux me créer ma propre identité. Comment la blockchain va s'assurer qu'une identité décentralisée peut exister? C'est en mettant des principes de vérification derrière et en s'assurant qu'on a créé un écosystème qui va opérer pour le bien de l'écosystème. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais ce débat-là existe et on n'a pas le temps pour en parler. On veut pouvoir alimenter cette identité et vérifier de façon décentralisée que certains attributs de l'identité correspondant au niveau de vérification requis par l'utilisation de l'écosystème sont bien vérifiés. On va ensuite pouvoir accéder à certains types d'activités. On va créer, collecter, organiser nos données dans différents environnements. Et ce qu'on veut être capable de faire à la fin avec notre identité, c'est de prouver que je suis bien moi dans cet écosystème digital, de valider certains attributs uniquement, et pas tous les attributs, qui sont spécifiques, et de partager ces données sans révéler toutes les informations forcément. Parfois, on a besoin de révéler l'information, parfois, on n'a pas besoin de révéler l'information. Et en faisant ça, on est capable soit d'être rémunéré pour cette donnée en direct, soit d'avoir accès à des services. Cette nouvelle approche, elle permet à un utilisateur d'être en contact direct avec une société, plutôt que de la société d'aller voir des grandes sociétés de technologie qui vont agréger nos données et d'acheter nos données en lot. Et ça change toute la dynamique qui existe aujourd'hui dans le rapport de force entre les data consumers, les marques qui vont acheter nos données, et le data user, vous et moi. J'ai par ailleurs créé une fondation en Suisse qui permet à tout un chacun de créer sa propre identité digitale, de pouvoir contrôler ses données personnelles de cette façon-là et de monétiser ces données sans jamais que la fondation ait accès à l'information et sans jamais que la fondation ne prenne un centime sur la transaction qui est faite entre la société et l'utilisateur. Comment on gagne de l'argent? On a repris les business models du Bitcoin et on part du principe que si notre service est utile et qu'il est utilisé par beaucoup de monde, notre crypto-monnaie vaudra beaucoup plus d'argent et nous, on prend le pari de gagner de l'argent sur ça plutôt que sur la transaction qu'on a mis en place et sur les commissions qu'on pourrait récupérer. Il y a des barrières à tout ça. Je voulais citer Long de Spider-Man qui dit à Spider-Man qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et bien avec l'identité digitale, c'est pareil.
surtout dans l'écosystème décentralisé. Décentralisé, ça veut dire qu'il n'y a plus d'intermédiaire. S'il n'y a plus d'intermédiaire, je suis responsable de mes données. Si je n'ai pas de copie de ma donnée et que je perds ma donnée, c'est très problématique. Donc, il y a des barrières. Il y a cette barrière-là qui est très importante. Il y a des barrières technologiques et scientifiques où le développement de l'infrastructure a besoin de continuer à être développé pour faire avancer l'activité. Des barrières culturelles. Est-ce qu'on a envie d'organiser notre société autour de solutions décentralisées? Et un point aussi important, c'est qu'on est dans une démocratie et on oublie un peu trop souvent que la liberté de penser implique une certaine confidentialité. C'est-à-dire que la liberté de penser, j'ai accès à cette liberté-là à partir du moment où je suis capable de garder ma liberté de penser pour moi. Donc l'aspect confidentiel de mes données est tout aussi importante que la liberté de penser en elle-même. Et après, pour tout ce qui est sécurité, que ce soit prouvé, c'est très bien, mais que ce soit éprouvé, ça demande une autre démarche. Et ça va demander du temps pour que la technologie et pour que les utilisateurs puissent faire confiance à cette technologie-là. Il y a des alternatives à tout ça. Et si je n'ai pas envie de perdre mon identité digitale, j'ai toujours la solution d'aller voir une solution de garde, qui est l'équivalent de nos banques d'aujourd'hui, pour garder mes données. La question, c'est est-ce qu'on a envie de recréer ces univers décentralisés pour ensuite venir intégrer des solutions complètement centralisées. Et finalement, on n'aura pas beaucoup avancé. Donc voilà en 2 mots pourquoi c'est important d'avoir une identité digitale, à quoi elles servent et comment elles vont changer notre rapport dans le métaverse, et que ce soit le métaverse virtuel en réalité augmentée ou dans le monde du digital, il va être très pratique et important d'être propriétaire de sa donnée et notamment de son identité digitale. Voilà. Des questions? Merci. Oui, merci, c'est très clair. Dans une optique où les données passent des sites qui détiennent les données à chacun qui est détenteur de ses propres données, que devient le business model des GAFA? C'est une bonne question. Et je pense que les GAFA vont devoir se réorganiser autour de ces concepts-là. Dans l'univers décentralisé, quand on parle de la donnée ou des GAFA en général ou pas, il s'agit d'apporter une valeur ajoutée à l'utilisateur. Et l'utilisateur, je le répète, n'est plus un utilisateur, c'est un participant. C'est à lui de décider s'il veut utiliser la solution ou pas. Si le GAFA est là uniquement pour intermédier des transactions, je pense que les utilisateurs arrêteront d'utiliser ces services-là. Leur business model est voué à mourir. Si nous, en tant que fondation à but non lucratif, on est capable de descendre à 0 la marge que l'on fait sur l'intermédiation des données personnelles, le business model de Facebook n'existe plus. Et c'est pour ça qu'on a créé cette entité en tant que fondation à but non lucratif, pour dire qu'on est capable de la disrupter, dans le sens où on est capable de descendre à 0. Si on n'était pas capable de descendre à 0, alors Facebook aurait un avenir prometteur. Parce qu'on est capable de descendre à 0, Facebook va devoir se réinventer. Et ils sont capables de se réinventer. Et je pense qu'aussi ça va passer par le fait d'avoir la possibilité de faire payer l'utilisateur pour le service qu'il veut et non pas de l'attirer avec un bonbon, qui est l'utilisation d'un service, et de monétiser derrière sur la donnée personnelle, dans ce cas précis. Oui. Bonjour, merci pour cette présentation, c'était très intéressant. Moi j'ai une question qui porte sur la blockchain et l'identité digitale, et je me pose la question de est-ce que c'est vraiment le bon outil pour faire ça, dans le sens où mon principal concern, ça va être autour de ce qu'on appelle les attaques par réidentification. Donc vous avez un objet qui est censé être anonyme, par exemple une adresse Bitcoin, mais derrière vous êtes capable de dire « Ah, ça c'est l'adresse de Bitcoin de cette personne-là ». Alors tant qu'on est dans du Bitcoin, c'était pas compliqué, mais quand on est dans l'identité digitale, au fur et à mesure, on a tout qui est stocké dans la blockchain, toutes les interactions avec chacun. Et si à un moment, par exemple, c'est marqué dans la blockchain que EDF a vérifié que j'étais bien cette personne, que machin truc a vérifié ça, même si c'est fourni sous forme de preuves ZKP, ça ne change rien.
toutes les interactions sont là. Et au bout d'un moment, la masse d'informations qui est stockée dans la blockchain rend beaucoup plus facile les attaques par réidentification. J'espère que je n'ai pas été trop technique. Non, juste un peu trop long, et je crois qu'on n'a plus le temps. En 10 secondes, toutes les informations ne sont pas forcément disponibles. La plupart sont encryptées, et c'est là où je parle de barrières technologiques et scientifiques. Le ZKP, donc le Zero Knowledge Proof, est en train d'avancer suffisamment pour pouvoir contrôler qui a accès à quoi, quand, comment. Et on doit, encore une fois, c'est pas parce qu'on est capable de le faire d'un point de vue technologique et scientifique, il va falloir utiliser ces solutions, qu'elles prouvent d'une part leur intérêt, mais surtout leur efficacité, et ça prendra du temps. Voilà. Merci à tous. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign.